Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Le Premier ministre poursuit ses échanges avec les couches sociopolitiques du pays. Amadou Riba était ce lundi avec les acteurs politiques. Plusieurs points dans la promotion d'une transition apaisée et inclusive étaient à l'ordre du jour. On en parle dès le début du journal. Initiative présidentielle de réhabilitation des voiries urbaines. 11 km sont en train d'être réalisés dans la commune de Ratoma. Ces efforts devront permettre de désenclaver plusieurs quartiers de la capitale. Et enfin, la belle moisson continue pour les représentants guinéens aux Jeux africains d'Accra au Ghana. Fatoumata Balé a remporté la médaille d'argent en saut en hauteur, un exploit qui vient s'ajouter à d'autres et dont on va parler également dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret D 2024 0060 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de responsabilité. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Le colonel Charles Colipé Lama, matricule 18848G, précédemment commandant adjoint de la 3e région militaire, est nommé préfet de Kissidougou en remplacement du lieutenant-colonel Mohamed Lamine Kamara, mis à la disposition de son unité d'origine. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 mars 2024, Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité, on commence par cette cérémonie symbolique au palais Mohamed V. Le chef de l'État a convié vendredi à sa table plusieurs personnalités du pays, dont les membres du gouvernement. La rencontre était destinée à la fois à la rupture du jeûne musulman et le carême. Omar Bari. Le vendredi 22 mars 2024, les nouveaux membres du gouvernement de transition étaient conviés à une cérémonie spéciale et symbolique de collation au palais Mohamed V. Cette rencontre destinée à rompre à la fois le jeûne et le carême de ce jour s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités, soulignant l'importance de cet événement organisé par la présidence de la République sous la direction du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Parmi les personnalités de marque figuraient le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur du cabinet présidentiel Djiba Diakité, témoignant de l'engagement et du soutien des plus hauts niveaux de l'État au processus de transition. Le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, a dirigé le cabinet des 29 nouveaux ministres nommés, ainsi que d'autres personnalités telles qu'El Haj Gandobari, conseiller à la présidence chargée des questions des infrastructures et des transports, et Mohamed Lamine Sissavani, ministre directeur de cabinet de la primature. Vêtus de blanc, symbole de pureté et de dévouement, ces ministres ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, tout en réaffirmant leur engagement solennel à servir la nation avec patriotisme et abnégation. Cette cérémonie revêt une importance particulière car elle témoigne de la volonté collective des nouveaux dirigeants de travailler ensemble dans la solidarité et l'esprit d'équipe pour répondre aux défis auxquels est confronté le pays et pour ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous les Guinéens. Ils viennent de passer 2 jours à l'intérieur du pays. Les membres de la nouvelle équipe gouvernementale étaient partis pour une immersion dans la préfecture de Forêt-Caria. 2 jours au cours desquels ils ont mené plusieurs activités sur place. De retour à Conakry, les ministres ont été accueillis au palais Mohamed V par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, adjudant-chef Abakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Poursuivant leur mission de travail dans l'arrière-pays, les membres du gouvernement ont pris part le samedi 23 mars 2024
à une veillée nocturne autour du feu. Un autre événement qui leur a permis d'avoir de fructueux échanges entre collègues d'une part et de l'autre avec les forces de défense et de sécurité. Au compte des activités de ce 24 mars 2024, les ministres du gouvernement Amadou Ouriba ont accompli une marche militaire de 5 km environ. Ensuite, ils ont été reçus dans les ateliers édifiés à cet effet pour des exercices d'ordre militaire, comme le maniement d'armes. Sous les directives techniques et professionnelles des formateurs et moniteurs des forces armées guinéennes, les ministres ont acquis des connaissances détaillées sur l'usage, le démontage et le remontage sommaire d'une arme de pointe et d'une arme d'assaut PMAK-47. Quand la balle est exécutée, la projectile maintenant est détachée. Ce qui reste. Il va démonter les cassettes là, il va enlever les copies, il va enlever les bureaux, il va enlever la suite. Parce que lui, c'est ça. Comme ça, là, ça vous rassure réellement qu'il n'y a pas une cartouche dans la chambre. Ces manœuvres se sont déroulées en présence du chef d'état-major général des armées, accompagné sur le terrain par des membres du CNRD. Le général de division Ibrahima Sori Bangoura a expliqué à ses commis de l'État le bien fondé de cette immersion initiée par le président de la République, chef suprême des armées. Il faut comprendre que ceux-là qui sont venus dans ce cadre-là sont des commis de l'État. C'est des gens qui occupent les fonctions de ministres. Alors, il y a lieu quand même prendre contact avec eux et essayer de faire passer quelques messages qui tiennent à cœur au président du CNRD, précisément, parce que lui, il s'est inscrit à atteindre des objectifs bien structurés. Et pour ça, cette immersion se fait dans ce cadre-là. Donc, il ne peut pas venir comme ça sans que nous nous venions à côté d'eux et partager un certain nombre de choses et certains messages qui vont les permettre de tenir bon leur département, à être rassurés qu'ils sont accompagnés par le CNRD. Cette immersion a permis au nouveau ministre de la République d'être davantage imprégné de certaines réalités du pays et de mesurer la portée des missions qui leur sont assignées. Ils ont quitté la localité de Forikaria dans l'après-midi de ce dimanche pour Conakry. Les 29 ministres du gouvernement, plus le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur du cabinet présidentiel Guiba Diakité, ont été accueillis au palais Roi Mohamed V par le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, et son équipe ont remis le drapeau au président de la République, chef suprême des armées, en présence des membres du CNRD. Monsieur le Président de la République, conformément à vos instructions, le gouvernement est rassemblé après l'immersion. Effectif théorique 29, plus 2 ministres de la Présidence, soit 31. Présents dans les rangs 31, indisponible 0.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qu'il vous plaise respectueusement que procède à restitution du drapeau et recueillir vos instructions. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Après avoir reçu solennellement le drapeau national, le chef de l'État a transmis un vibrant message de patriotisme, d'engagement et d'encouragement au gouvernement. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a exhorté les ministres à se mettre résolument au travail, soulignant l'importance de servir la nation avec dévouement et responsabilité. Convaincu et rassuré par la détermination du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être et le progrès de la Guinée, l'équipe gouvernementale a réitéré son engagement d'accompagner le président de la République, chef suprême des armées, dans l'accomplissement de sa mission régalienne. Repos. Aïe. Repos. Repos. Le gouvernement à la disposition du Premier ministre, chef du gouvernement. À vos dispositions. Conformément aux idéaux du CNRD et de son président, cette nouvelle équipe gouvernementale s'inscrit dans la dynamique de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, le détournement des biens de l'État et le respect de la chose publique. Et donc, pas de répit pour le Premier ministre. Aussitôt rentré à Conakry, le chef du gouvernement a poursuivi ses concertations. Amadou Ouriba a rencontré ce lundi les représentants de 34 formations politiques et coalitions de partis politiques au centre des échanges. Comment promouvoir une transition inclusive et apaisée? La démarche est saluée par les acteurs politiques présents à la rencontre. Ousmane Bangoura. Ce lundi, au Palais de la Colombe, sur invitation du Premier ministre, 34 formations politiques et coalitions du pays ont répondu à l'appel du chef du gouvernement. Ces coalitions des partis politiques sont venues échanger avec le Premier ministre Amadou Ouriba sur des questions liées au retour à l'ordre constitutionnel. La question du dialogue, la question de l'apaisement est essentielle. On ne pourra rien faire si le pays n'est pas stable, s'il n'y a pas un minimum de compréhension et d'entente entre tous les acteurs. Et je répète que la porte de la primature est ouverte à tous les acteurs, quel que soit leur bord politique. Au-delà de nos personnes, il faut que cette transition réussisse pour l'intérêt de la Guinée, pour l'intérêt de la paix. On a vu ce qui se passe autour de nous. La Guinée est en train de se repositionner sur la scène régionale et la scène internationale. Pour de multiples raisons, il faut que la paix intérieure soit confortée et consolidée. Quelles que soient les contradictions, retrouvons-nous autour de la table pour en discuter et dans la mesure du possible pour rechercher des solutions. La rencontre implique toutes les parties prenantes dans un dialogue élargi aux diverses opinions publiques afin de maintenir un cadre de discussion ouvert. Le chef du gouvernement compte pérenniser cet esprit rassembleur qui permet d'aborder les sujets cruciaux avec l'ensemble des acteurs. Nous avons écouté le PM avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'intérêt. Comme il l'a promis, nous nous attendons à ce que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, que des réunions sectorielles puissent avoir lieu pour que les questions essentielles puissent être rediscutées au niveau des coalitions et des partis politiques. C'est la paix qui est importante. C'est la paix qui est importante. Et je pense que les partis politiques sont les premiers concernés pour la paix dans ce pays. Les acteurs de la société civile sont concernés pour la paix et l'entente dans ce pays. C'est dans ce sens que nous allons travailler parce que l'objectif, c'est le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Cet espace est d'une importance capitale. Il permet aux différents acteurs d'être rassurés afin qu'ils puissent intégrer le cadre de dialogue franc et constructif. C'est une bonne initiative et nous sommes prêts à l'accompagner. D'ailleurs, nous lui avons dit lors de cette rencontre
Nous lui avons bien précisé les problématiques que notre pays rencontre aujourd'hui. C'est par rapport à la cherté de la vie. Et par rapport à cela, nous lui avons fait des propositions pour trouver des solutions idoines afin de soulager le panier de la ménagère. C'est une feuille de route qu'il nous a déclinée, que nous apprécions. À juste titre, nous le félicitons et nous l'encourageons. Nous avions des préoccupations. C'était la participation de notre coalition au dialogue. Le Premier ministre, chef du gouvernement, entouré de son cabinet, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, a, au nom du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, rassuré l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus quant au renforcement du vivre ensemble. Et voilà qui va nous amener à parler de la promotion et de la protection des droits des enfants. La structure SOS Village organise un atelier de renforcement de capacité des coordinations régionales, préfectorales et locales de protection de l'enfant. 4 jours de travaux autour du thème de la mobilisation des ressources. Le même exercice de formation concerne aussi les structures de Zérékoré, Kankan et Conakry. Sona Sagno et Sarafoudine Diallo. La promotion des droits et la protection de l'enfant figurent en bonne place dans les priorités du gouvernement et ses partenaires. D'où cet atelier de renforcement des capacités de coordination régionale, préfectorale et locale dans le cadre de la protection de l'enfant à travers la mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines. Les constats que nous avons faits, c'est qu'il y a au niveau de ces cadres de concertation beaucoup de problèmes de violence envers les enfants, d'abus d'exploitation et de négligence qui sont remontés par les structures à base communautaire. Mais dans la réponse, dans la gestion de ces cas, il y a une faible mobilisation de ressources. Donc c'est en cela qu'ils ont sollicité un accompagnement de notre programme pour renforcer leurs capacités sur la stratégie de mobilisation des ressources financières, mais aussi le plaidoyer. Il faut qu'il y ait vraiment un cadre qui permet aux enfants de jouir pleinement ces droits dans un environnement protecteur avec l'implication des autorités et de tous les acteurs intervenants. À la baie, durant 4 jours, les participants ont échangé sur la mobilisation des ressources pour améliorer les services destinés aux enfants vulnérables ainsi que les soutiens aux initiatives communautaires. On s'est rendu compte que pour que nos structures-là, que ce soit au niveau communal, au niveau préfectoral, au niveau régional, même national, pour que ces structures fonctionnent, il faut des ressources. Des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Comment mobiliser ces ressources-là en faveur de la protection des enfants? C'est ce qu'on a appris durant ces jours-là. C'était un plaisir pour moi d'être au milieu de ces professionnels de la protection des enfants pour parler de la problématique essentielle qui nous regroupe, et pour parler de la protection et des droits des enfants dans nos différentes communautés. Pour accompagner l'État guinéen, SOS Village Guinée et son partenaire SOS Village Monde Luxembourg ont signé un partenariat 2022-2026 pour la mise en œuvre des programmes d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des structures du système de protection à Conakry, Labé, Kanka et Zérékoré. L'Agence nationale de financement des collectivités vient également de rassembler les représentants des communautés de la région de Bokeh, un cadre d'échange pour vulgariser le mécanisme d'engagement citoyen. C'est un outil de gouvernance qui doit permettre aux citoyens de mieux collecter et de gérer les ressources mobilisées en vue de réaliser les infrastructures sociales. Fodé Kamara et Abakar Diaby. En Guinée, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, poursuit ses activités sur le terrain dans tout le pays. Dans la région administrative de Bokeh, ces acteurs sont en conclave pour vulgariser un outil de gouvernance appelé le mécanisme d'engagement citoyen. Ce nouvel outil prend en compte la budgétisation participative des recettes issues des collectivités. Dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale, financé par la Banque mondiale, nous sommes donc soutenus dans la mise en œuvre de ce mécanisme d'engagement citoyen par notre partenaire. À travers les différents participants à cet atelier, on les exhorte à s'inscrire dans le cadre de la gouvernance vertueuse que nous souhaitons. Cet exercice a touché toutes les 7 régions administratives du pays. C'est une activité qui vise à encourager la réalisation des infrastructures sociales de base au bénéfice des collectivités. Les outils que nous sommes en train d'expérimenter
Ça permettra à nos communautés de prendre en main leur destinée et convier à donner sa décision par rapport aux ressources qu'on doit mobiliser dans sa collectivité. Nous prenons l'engagement que nous, au retour au niveau de nos différentes communes, les différents participants feront tout pour faire une restitution fidèle et former les différents groupes au niveau de nos communes respectives. Cette politique de décentralisation locale prépare les communautés pour une gestion rationnelle des ressources mobilisées afin de relever le défi de l'amélioration continue des services sociaux de base. On va parler maintenant, je le disais au sommaire, de cette initiative présidentielle relative à la construction des voiries urbaines dans le Grand Conakry. À Ratoma, 11 km sont en train d'être réalisés. Le tronçon reçoit la couche de roulement après l'aménagement des caniveaux et des trottoirs. Ces travaux devront permettre de désenclaver plusieurs quartiers de la capitale. Enfin, le point avec Abakar Junior Kamara. La réalisation des infrastructures routières est l'une des priorités du président de la transition et de son équipe gouvernementale. Dans l'initiative présidentielle de construction des voiries de la ville de Conakry, 11 km sont octroyés à l'entreprise GPC. Dans ce lot, plusieurs kilomètres ont déjà reçu la couche de roulement. Aujourd'hui, nous avons un contrat de 11,5 km avec l'État et nous sommes à 60% d'exécution de ce contrat. Comme vous le voyez, c'est un engagement citoyen de GPC et nous ferons les travaux dans les règles de l'art pour la satisfaction non seulement de notre partenaire qui est le ministère des Travaux publics et pour la population guinéenne. Pour la mission de contrôle, l'entreprise dispose des moyens logistiques performants pour des travaux de qualité. La première mission que nous on a, c'est de contrôler d'abord que les équipements sont au complet pour réaliser les travaux, selon les prescriptions techniques du cahier de charge. Sur le terrain, on a constaté que l'entreprise est suffisamment équipée pour réaliser les travaux. BB 014 avec 5 cm d'épaisseur. Avant ça, on a préparé la part de couche de fondation avec un latérite. Et après, on fait la GNT, grave concassé, 25 cm d'épaisseur. Et de chaque côté, il a un trottoir avec 1,20 m de largeur, en béton. Ça a été une route existante qu'on a fait un renforcement. La population forme une lueur d'espoir dans l'exécution de ces projets routiers et exprime toutes ses reconnaissances au président de la République. Ça fait grand plaisir, et disons, de voir tel boulot qui s'effectue aujourd'hui autant de présidents de la République. Nous remercions le gouvernement. Le département des infrastructures veille sur ces travaux à travers ses ingénieurs homologues. Sur le terrain, il veille sur la qualité des travaux. La population de Koundara était également en fête la semaine dernière. Et pour cause, vous allez le voir, la préfecture vient de bénéficier de l'assistance des autorités. Il s'agit du bitumage des voiries urbaines au centre-ville de Koundara et le reprofilage des routes dans les sous-préfectures. Le film de la cérémonie avec Marwan Kamara et Kerfala Mané. À l'image de la capitale Conakry, les préfectures de l'intérieur du pays changent progressivement de visage grâce à la réalisation de certaines infrastructures routières. Au centre-ville de Koundara, tout comme dans les sous-préfectures, les travaux de bitumage et de reprofilage des routes sont actuellement en cours. C'est un sentiment de fierté pour le CNRD, à sa tête le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, le chef suprême des armées, qui a bien voulu donner l'honneur à cette population de Yokonkon, Guingamp jusqu'à Termessé, en donnant ces 54 km 400 de reprofilage. Hier, pour faire ces 75 km, on pouvait faire 4 heures du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune urbaine qui a bénéficié 8 km 300 de bitumage. On vient de lancer les travaux de démarrage. Ces projets, tant réclamés par les citoyens de Koundara, devrait permettre d'accélérer le processus de désenclavement et améliorer le cadre de vie des populations. Pour le refilage de la route de Koundara, nous sommes très contents. Quelque chose qu'on a attendu longtemps. Grâce au CNRD, nous le remercions très bien. Et merci aux entrepreneurs
Et merci au préfet de Koundara. Il s'agit de la construction et du bitumage. Nous avons besoin de l'accompagnement des uns et des autres. Nous avons vu déjà la mobilisation de la population. Nous avons vu les gens qui sont en train de libérer les emprises, ce qui est extrêmement important pour nous. Depuis l'avènement du CNRD, une véritable course contre la montre est lancée pour doter les préfectures de l'arrière-pays d'ouvrages de franchissement modernes et adaptés aux défis du moment. Ici, au village de Touba Bagadayi, une des localités de Mali-Yembéren, une cérémonie de prière a été initiée pour saluer ces efforts et encourager la poursuite des actions enclenchées par les autorités. À présent, le contenu de ce communiqué du ministère du Travail et de la Fonction publique. Dans le cadre du traitement des dossiers des candidats au concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires pour le compte de l'administration générale, des anomalies ont été constatées sur les dossiers soumis en ligne par les postulants. Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, désireux d'organiser des concours inclusifs et transparents, informe tous les postulants de la réouverture de la plateforme concours du mardi 26 mars à 0h au mardi 2 avril 2024 à 23h59. 1. Pour la reconnaissance des diplômes, fournir les renseignements complémentaires suivants. 1. Nom de l'institution de formation. 2. Session. 3. Option. 4. Inné facultatif. 5. Matricule. 6. Numéro de référence facultatif. 2. Pour une soumission correcte des documents, procéder aux modifications suivantes. 1. Ajout de documents manquants. 2. Remplacement de documents illisibles. 3. Modification de l'option et ou du département. 4. Rectification des erreurs. Par ailleurs, pour des raisons de réajustement des besoins, certaines options n'ont pas été retenues parmi les priorités des départements demandeurs. Les postulants concernés par ces cas sont permis de changer de département et ou d'option. Aussi, le ministre informe les postulants inscrits pour le compte des ministères de la Sécurité et de la Protection civile, de l'Environnement et du Développement durable que ces deux départements sont désormais pris en compte dans le concours qui sera organisé par les forces de défense et de sécurité. À cet effet, l'occasion est donnée à tous ceux qui avaient initialement postulé pour ces départements et qui voudraient participer au concours de changer de département via la plateforme. Le ministre du Travail et de la Fonction publique sait compter sur la compréhension habituelle et l'esprit civique de tous les postulants pour le respect des dispositions du présent communiqué. Signé le secrétaire général Aboubakar Kourouma. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Pêche et de l'économie maritime a entamé une série de rencontres avec les cadres des différentes directions, services et organismes liés à son ministère. Fatima Camara est allée toucher du doigt la réalité de ces services déconcentrés, une manière pour elle de promouvoir la bonne collaboration et de décliner sa vision et ses priorités. Al-Gassim Oubar. À peine rentrée de l'immersion gouvernementale, Fatima Camara est déjà sur le terrain. La ministre de la Pêche et de l'économie maritime rencontre les cadres des différentes directions, services et organismes liés à son ministère, histoire de s'enquérir des réalités. Il est de mon devoir de faire un tour au niveau des différentes directions afin de féliciter déjà pour le travail qu'ils font, mais qu'ils puissent me connaître et réitérer l'engagement de la nouvelle ministre à poursuivre les réalisations déjà faites et qu'ensemble nous réfléchissons sur d'autres activités qui puissent vraiment aider au bien-être de la population guinéenne. Au Centre national de surveillance et de police des pêches, en passant par la Direction nationale de l'aménagement des pêcheries, la ministre a accordé beaucoup d'intérêt aux échanges avec la direction générale de ce centre qui lutte contre la pêche illicite. Prochaine étape, la Direction nationale de l'économie maritime et le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura. Cette complicité que je cherche à développer au niveau de mes cadres va avec ces différentes démarches que j'ai eu à entreprendre, va renforcer
ce lien de solidarité afin que nous puissions faire bénéficier au maximum la population guinéenne. Des rencontres pleines de sens qui constituent un premier pas pour la ministre Fatima Camara après sa prise de fonction. Autre atout, son ouverture au dialogue et sa volonté de coopération avec les acteurs clés des secteurs de la pêche et de l'économie maritime. Le ministre de la Jeunesse et des Sports poursuit aussi ses activités sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux en cours dans son département. Il était ce lundi au centre d'émergence de Sangoya dans la commune de Matoto, à Koza dans Ratoma et au siège du Fonds d'aide au développement des sports. Djibril Kamara était sur les pas du ministre. Le centre d'insertion juvénile socio-professionnelle émergence Sangoya Bambeto Koza, une vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Depuis quelque temps, ce chantier présidentiel est enclenché. Il est bâti sur une superficie de 5 hectares. Pour s'enquérir du rythme d'avancement des travaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports visite ce projet de Sangoya. Keyamou Bougoula Haba s'est rendu à Koza pour évaluer ici aussi l'état d'avancement des travaux. Nous avons connu assez de retard, mais ce qui est très important, c'est d'abord le concept. Je crois que ce concept-là, le président l'a designé, l'a défini pour être un peu le concept supérieur des maisons des jeunes. Nous intégrons aussi le volet sport, et ce qui permet aussi le volet événement, le volet loisir. Et donc ces deux projets pilotes qui ont commencé, et évidemment le président y tient, et la jeunesse. Donc nous devons absolument le réaliser le plus rapidement que possible, comment l'expérimenter et que cela soit extrapolé à l'intérieur du pays. Vous voyez Bambeto aujourd'hui, vous voyez Koza aujourd'hui, nous cherchons à augmenter ce genre de projet. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler seulement. C'est la première fois dans l'histoire que les jeunes de l'Axe bénéficient de ce genre de projet. De Koza, les installations du Fonds d'aide au développement du sport accueillent le ministre de la Jeunesse et sa délégation. Ici, dans la salle, une projection a été faite pour baliser les visiteurs sur les grands défis à relever par ce fonds de promotion du sport. Nous n'étions pas ici, mais grâce à la volonté des autorités à la tête, le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, nous avons pu nous doter des instruments de bonne gouvernance. Si nous avons un ministre aujourd'hui qui a la volonté politique, qui se déplace, qui vient au FADES, qui vient nous écouter et qui vient nous faire des recommandations, c'est que nous allons atteindre l'objectif assigné au FADES. Partout, le ministre Keyamou Bougoula Haba a prodigué de sages conseils aux structures concernées. Il a invité les responsables du FADES à s'activer sur le terrain pour l'accompagnement du sport à la base de Conakry, à l'intérieur du pays. On en vient maintenant à la gestion des élections en Guinée. C'est un sujet qui préoccupe le NDI qui vient, avec ses partenaires, de concevoir un outil pédagogique sur la question. Les acteurs de la société civile venus de toute la Guinée étaient donc mobilisés à Kindia. 3 jours de formation pour tenter de comprendre le contenu de ce document important. Diane Diansane. À 135 km de la capitale, la cité des agrumes Kindia. C'est ici que le NDI mobilise différents acteurs sociaux impliqués dans le processus électoral. Autour de cette table, ils travaillent sur la conception d'un outil pédagogique qui sera utilisé par les organisations de la société afin de garantir un climat de paix dans les prochains processus électoraux. Le NDI a organisé ces 3 jours d'ateliers pour concevoir des outils pédagogiques innovants et efficaces qui seront utilisés par les OSC pour informer et éduquer les citoyens sur les enjeux et les responsabilités liées à la participation citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes en train de former ces organisations de la société civile à concevoir des outils d'éducation civique électorale qu'elles vont elles-mêmes utiliser sur le terrain pour informer et sensibiliser les populations, les citoyens guinéens sur la nécessité pour les personnes telles que les jeunes, les femmes et les personnes marginalisées à s'impliquer dans le processus. Cette formation de 3 jours qui a réuni 58 participants, dont 17 femmes issues des OSC des 33 préfectures du pays, a pour objectif de s'enquérir du contenu de ce document qui va servir de boussole pour la conduite à tenir dans les différents processus électoraux. Nous sommes venus pour la conception des outils d'éducation civique et électorale
Donc à partir d'ici, tous les participants se sont mis à la tâche pour pouvoir concevoir vraiment ces outils qui nous permettront vraiment de rentrer dans nos différentes préfectures, à faire des animations, à montrer aux citoyens comment il faut participer vraiment à la vie active de la société. L'organisation de cette rencontre de conception des outils d'éducation civique et électorale en cette période démontre la détermination du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et du gouvernement à œuvrer pour la promotion de la démocratie, de la paix. Ndiaye, fidèle à ses engagements en faveur de la Guinée, compte organiser plusieurs ateliers de formation pour tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Avant de continuer ce journal, le contenu de cette décision de la Haute Autorité de la Communication portant suspension d'un journaliste pour diffamation par voie de presse. Vu la charte de la transition, notamment en son article 80, vu la plainte de M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports, à la date du 18 mars 2024 contre le journaliste Habib Marouane Kamara pour diffamation par voie de presse, considérant que dans l'émission On refait le monde diffusée sur les antennes du groupe Joma Media à la date du 5 mars 2024, dans le traitement du sujet, vidéo obscène sur la toile, des personnalités publiques mises en cause, quelles leçons en tirer? Le journaliste Habib Marouane Kamara a dit avoir appris l'existence de cette vidéo concernant M. Selou Dalen Diallo le 17 janvier 2024 lors d'une conversation privée avec Ousmane Gawal Diallo, mais que la vidéo n'avait pas encore fuité ou été divulguée. Vu les rapports d'audition de M. Ousmane Gawal Diallo, ses avocats et le journaliste Habib Marouane Kamara, étant entendu que le journaliste Habib Marouane Kamara a réaffirmé avoir eu une conversation avec le ministre Ousmane Gawal Diallo dans son bureau, étant entendu que le journaliste Habib Marouane Kamara a reconnu avoir perçu des mains du ministre une somme de 2000 €, mais n'a apporté aucune trace d'une interview réalisée avec le ministre, étant donné que M. Ousmane Gawal Diallo soutient avoir reçu Habib Marouane Kamara que pour des raisons purement humanitaires et à la demande persistante du journaliste concernant l'évacuation sanitaire de son enfant. Étant entendu que M. Ousmane Gawal Diallo affirme n'avoir discuté avec le journaliste que du sujet humanitaire. Étant entendu qu'à la date du 22 août 2022, le journaliste Habib Marouane Kamara a été rappelé à l'ordre par la HAC, la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du lundi 25 mars 2024, décide. 1. Le journaliste Habib Marouane Kamara est suspendu pour une période de 3 mois à compter de ce lundi 25 mars 2024 pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit de M. Ousmane Gawal Diallo, et ce, conformément aux dispositions des articles 39, 40, 108 et 110 de la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée. 2. Pendant la période visée, le journaliste Habib Marouane Kamara ne doit exercer le métier de journalisme sur aucun support médiatique. 3. Adresse un avertissement à l'émission On refait le monde du groupe Joma Media. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 25 mars 2024, la Haute Autorité de la Communication. Mois de la femme, notre focus ce soir sur les femmes qui ont conquis le monde des médias à travers les langues nationales. Ces pionnières du Kibaro se sont dévouées entièrement à leur mission d'informer les citoyens, de sensibiliser le public et d'éduquer les masses. Leur parcours est synonyme de détermination et parfois d'obstacles franchis. Et même après la retraite pour certaines, ces icônes de la RTG continuent d'inspirer les nouvelles générations qui les admirent et qui les respectent. Médine Magbé Konaté et Mamadou Djoumaba.
Awa motanto so RTG moto no kibaru foloma no maguru ali mambara fage grand bobo do di mbara makonguri rakeli ha ba sa do plafond na menene ngar kirengine xame di medifori. À une époque où la télévision et la radio étaient les principaux canaux d'information, où les langues dominantes continuent de monopoliser les ondes, un groupe de femmes audacieuses venues par un concours à la RTG a brisé les barrières linguistiques en choisissant un domaine alors peu accessible aux voix féminines. Ces pionnières du Kibaro ont consacré leur carrière à informer, sensibiliser et éduquer en langue nationale. Leur parcours a été semé d'embûches, de défis, mais le bout du tunnel est marqué par de grandes victoires. Je suis comptable de profession. Donc c'était une fierté pour nous d'exercer ce métier. Avant, ce n'était pas facile parce que là, les gens nous prenaient pour des analphabètes. Alors que nous avons fait les mêmes études. Mais on dit non, dès qu'on dit à quelqu'un, non, bon, toi, tu serais bien en langue nationale, on dit non, tu veux te foutre de moi. Mais c'est par après. Ils ont su que ce dont nous sommes capables de faire, eux qui parlent français, ne pouvaient pas. Parce qu'un jour, on a donné un avis de décès à quelqu'un pour traduire ça. Mais la manière dont il tremblait même. Il y a celui qui se disait, non, lui, il est journaliste en français, et maintenant, on lui donne un communiqué à traduire. Awa ngaka kelenye, awa fare barati, awa fare to tiri, awa ebara yilige, e fa maragorde yilikibe. Donc il y avait une méthode. C'est en ce moment ils ont commencé à reconnaître notre effort, à reconnaître notre capacité. Après des décennies passées à informer et divertir ses auditeurs, Adja Mariama Doubreka a troqué le microphone contre l'agriculture et l'élevage. Dans son chat à Korira, dans la préfecture de Doubreka, elle applique la même détermination et le même soin qu'à son travail de présentatrice, comme pour dire que la retraite peut mener à de nouvelles formes de réalisation. Le jour qu'on m'a remis mon papier pour dire que je suis à la retraite, j'ai pensé à retourner chez moi, dans mon village. Quand je suis venu voir mes grands-parents, ils m'ont demandé ce que je veux. J'ai dit, moi, je veux me lancer dans l'agriculture. Julienne Lama, présentatrice en langue Kwele, a été nommée directrice régionale à Zérékoré, un poste qui l'a placée au cœur de la rébellion de 2001. Ses responsabilités allaient au-delà de la supervision des opérations de la RTG. Elle avait aussi pour mission de mener diverses campagnes visant à construire la paix et la réconciliation entre les communautés. Aujourd'hui, Julienne Lama ne profite pas de sa retraite. Son sens du devoir et son amour pour sa langue et sa culture l'amènent sous les feux de la rampe. Ce qui m'attirait de trop, c'était le journalisme en langue. Parce que là, je sers et j'informe mes parents. Sans ça, la femme, c'est le courage. J'admire ma retraite. Parce que là, je me disais, je vais vraiment me reposer. J'ai un temps de tout et de mes enfants, de mes petits-enfants. Mais Dieu sait faire les choses. Ce que Dieu te dit de faire, c'est ce que tu peux faire. Une jeune fille nourrissait l'ambition de devenir pilote de chasse afin de parcourir les cieux à bord d'un avion de combat. Mais les aléas de la vie le conduisent à embrasser une carrière de présentatrice. Malgré ce changement de trajectoire professionnelle, Adja Mariama Kankalabe Baldé a réussi à briller et à se faire un nom dans l'univers médiatique. Bon, quand nous on commençait, on n'enregistrait jamais. Tout était en direct. Par exemple, on avait une émission à 7h30, moi, tous les mardis. Donc, à 5h déjà, je suis sur pied. 6h, je suis sur l'autoroute pour être à la RTG à 7h. Préparer mon émission à 7h30 jusqu'à 8h, on fait l'émission. Quand les avis que vous entendez là, les avis de décès, les communiqués là, on commençait après le journal de 19h45, nous, on venait traduire. Après la traduction, à 21h, on commençait les avis. On partait jusqu'à 22h. Du fond de sa retraite, Adja Mariama Kankalabe se consacre désormais à la religion. Elle passe ses journées dans la méditation et la lecture du Coran, trouvant dans ses versets la sérénité et la force. Vous savez, quand tu quittes loin, là où tu vas, tu es proche. Donc, il vaut mieux te ranger
je me suis dit, Dieu m'a donné la chance de faire 3 fois le pèlerinage. Après le pèlerinage, j'ai réfléchi. J'ai dit, pourquoi ne pas étudier le Coran? Après 3 fois Hadja, pourquoi ne pas devenir Tierno ou bien Sidi Gatou Mariama Kankalabi? Donc, je suis sur ça maintenant, alhamdulillah rabbil alamin. Ces locutrices étaient des figures emblématiques lors des couvertures importantes des événements. Le combat contre la maladie a malheureusement éloigné Adja Doubaya Kamara des salles de rédaction, une des icônes des Amazones des langues nationales. Ces présentatrices vedettes, par leur choix et parcours divers après la retraite, continuent d'inspirer la nouvelle génération et les téléspectateurs. Elles démontrent que la retraite n'est pas une fin en soi, mais une étape pour qui sait s'adapter et rester fidèle à ses passions et convictions. Merci à Médine. Le communiqué du Conseil national de transition portant convocation à une plénière. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce mardi 26 mars 2024 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et l'adoption des accords ci-après. L'accord de prêt relatif au financement de la mise en œuvre du programme West Africa Digital Integration Programme, signé le 14 décembre 2023 entre l'Association internationale de développement IDA et la République de Guinée, d'un montant de 60 millions de dollars américains. Les accords cadres prêts et mandats relatifs au financement du projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural dans les régions de la Moyenne et Haute-Guinée, signé le 9 novembre 2023. Sont invités à prendre part à la présente plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les maires des 6 communes de Conakry, l'administrateur général contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, le représentant de l'Association des communes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 25 mars 2024, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. 2000 sacs de riz pour les fidèles musulmans de Sigiri. C'est un geste de la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement. Un partage équitable qui a touché toutes les entités pour faciliter le ramadan au sein des ménages en situation difficile. Diamo Kabar. C'est un acte qui redonne du sourire aux fidèles musulmans de Sigiri. 2000 sacs de riz en provenance de Conakry sont à partager pour faciliter le ramadan au sein des ménages pauvres. Une action patriotique enclenchée cette année encore par la Fondation Tidiane Koïta pour l'aide et le développement. Nous sommes contents en ce mois de Ramadan car chaque année nous distribuons des vivres aux musulmans au nom de la Fondation. Cette année, nous avons eu 30 000 sacs de riz pour toute la Guinée. Sigiri a bénéficié de 2000 sacs de riz pour tous les musulmans sans exception, même les riches. En ce mois de pénitence, cet appui humanitaire de Tidiane Koïta est perçu comme un tremplin pour accomplir le 3e pilier de l'islam avec sérénité. La paix est au cœur des invocations pour magnifier des actions du bon samaritain à travers sa fondation qui œuvre pour le progrès de l'islam. Nous sommes venus ce soir pour procéder au lancement de la distribution des sacs de riz aux musulmans de Sigiri, offert par Elhadj Tidiane Koïta à travers sa fondation, un geste salutaire chez le Tout-Puissant Allah, surtout en ce mois de pénitence.
Aujourd'hui, je suis très content de voir mes personnes vulnérables qui sont chaque jour devant ma mosquée et qui se retrouvent ici pour recevoir ces sacs de riz. En 2023, Sigiri a bénéficié de la même quantité uniquement pour les personnes nécessiteuses. Une générosité qui a également touché les structures sanitaires par la distribution des ambulances médicalisées. Des vivres et des non-vivres également pour les victimes de l'incendie survenu au dépôt central des hydrocarbures de Kaloum. C'est une structure qui pose cet acte avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Le don doit permettre aux populations impactées de faire face à la crise consécutive à ce sinistre. Noumoussou Diakité. Face à cette crise provoquée par l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, l'ONG Kedjoens Fitio Guinée s'est mobilisée pour répondre aux besoins des sinistrés. Avec le soutien financier de l'ambassade d'Allemagne en Guinée, l'organisation a fait un don de vivres et de non-vivres visant à apporter une assistance aux familles touchées, surtout aux enfants qui constituent la couche la plus vulnérable. On s'est levé quand nous avons appris que les enfants faisaient partie des sinistrés. Donc il fallait qu'on réagisse par solidarité pour les accompagner à ces périodes difficiles. Face à l'appel du chef de l'État. Moi, personnellement, j'étais au temps de l'explosion du dépôt du carburant ici même à l'ambassade, parce qu'on a vu qu'il y avait tellement de dégâts ici après cette explosion et ça nous a donné beaucoup de soucis et maintenant nous pouvons réaliser avec cette aide humanitaire un peu de soulagement pour les enfants. Surtout. À ce soutien matériel s'ajoute celui moral. La présidente de l'ONG Kedjoens Fitio Guinée invite la diaspora guinéenne à unir les efforts pour le bien-être des sinistrés de Kaloum. À nos autorités, nous vous assurons que nous sommes là pour vous soutenir dans cette période difficile. Et aux sinistrés, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seuls et que nous sommes là pour vous aider à retrouver une vie normale. Ce don réceptionné par le comité de gestion au stade du 28 septembre répond à la politique de solidarité prônée par les autorités de la transition depuis l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum en décembre 2023. En plus bref et en image à présent, 38 lits médicalisés d'une valeur de 125 millions de francs guinéens sont destinés à l'hôpital Yazdine. Les salles de pédiatrie, cardiologie et réanimation sont priorisées par ce geste humanitaire de Lions Club International Médico Lions Club de France par le biais du district 403A1, région 16. Une œuvre de charité saluée par les responsables de l'hôpital Yazdine. L'établissement sanitaire a aussi bénéficié de divers articles pour les soins et l'épanouissement des enfants. Après le geste de la fondation Lala Asmae du Royaume du Maroc en faveur des enfants souffrant de problèmes oculaires et auditifs, le Lions Club International du district 403A1 est en train de mobiliser des partenaires afin de prendre en charge gratuitement plusieurs cas de maladie dans les hôpitaux de Guinée. Et c'est donc là une dépêche de Mikini Moussa Kamara. Et puis, l'Institut Ali Diaouné et Frères pour la mémorisation du Saint-Coran vient d'organiser la 6e édition du concours du mois de Ramadan. 120 candidats venus des centres coraniques du pays ont pris part à la compétition. 3 d'entre eux sont lauréats. Ils vont bénéficier des bourses d'études en Malaisie, comme ce fut le cas des gagnants de l'année dernière. Nabila Moussa Kamara. La Fondation Ali Diaouné a organisé, comme chaque année, pendant le mois de Ramadan, un concours de mémorisation du Saint-Coran. 120 candidats, dont 12 femmes venues de 13 préfectures, se sont soumis à cet exercice de mémoire au sein de la mosquée Ali Diaouné à Kipé. Après les épreuves, les résultats sont présentés au public ici au centre islamique de Donka. La Fondation Ali Diaouné vise principalement à servir la communauté et la nation tout entière en se basant sur les valeurs de partage, de solidarité, d'éducation, de paix et de développement durable, enraciné dans les enseignements et les principes de l'islam. Quand on dit le Coran, c'est l'éducation. Ce qui nous a marqué aussi, la participation des filles
Parce qu'ils ont expliqué parmi 120 candidats, dont 12 filles étaient dans ça. Donc vraiment ça nous a réduit et on les encourage, Inch'Allah, des années prochaines aussi de continuer pour que le nombre de filles s'augmente, Inch'Allah. Des récompenses et des cadeaux sont faits aux lauréats et aux participants de la 6e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. Les parents et les mentors se sont mobilisés tout au long de la période pour soutenir les candidats. Cet élève est un élève qui multiplie assez d'efforts dans ses études. C'est un élève qui se distingue de ses collègues par le courage, par l'assiduité, surtout la volonté d'être parmi les meilleurs. Depuis sa création en 2018, la Fondation Ali Diaouné fait appel aux élèves des centres coraniques de la Guinée afin de promouvoir la culture islamique dans le pays et récompenser le mérite. Un mot de sport à présent avec, je le disais au sommaire, les 13e Jeux africains qui se poursuivent à Accra, au Ghana. La belle moisson continue donc pour la Guinée après une première médaille en or. C'est notre compatriote Fatoumata Baley qui vient de décrocher un autre, cette fois en argent, et dans la discipline saut en hauteur. Au même moment, le Comité national paralympique et sportif guinéen prend part à un grand championnat aux États-Unis d'Amérique. Là aussi, plusieurs médailles sont au rendez-vous. On va voir ça beaucoup plus en détail avec Isiaga Silla et Kadiatou Traoré. Après la médaille d'or remportée par Marie Branzer en judo, la Guinée s'offre une seconde médaille et c'est là grâce à Fatoumata Baley qui remporte la médaille d'argent en saut en hauteur aux 13e Jeux africains. La Guinéenne a réalisé une performance remarquable avec un saut de 1,80 m comparativement à celui des Jeux de la francophonie en juin 2023 à Kinshasa, où elle a obtenu l'or avec un saut de 1,70 m. Baley se classe ainsi deuxième derrière la Ghanéenne Rose Yeboah qui a réussi un saut de 1,90 m. On continue à se battre, on est capable de faire de grandes choses à la Guinée. C'est vrai que des fois c'est difficile, mais quand on se bat, on y arrive. Voilà, je suis très contente d'avoir cette médaille à la Guinée. J'espère que ça va revenir, il faut continuer à se battre, on se donner à fond dans le sport. Mesdames aussi, faites du sport, on a le droit de faire des toutes les femmes, on a le droit. Voilà, la Guinée est forte, la Guinée. On espère se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est encore en cours, mais on va continuer à se battre et on va y arriver, j'espère. Par ailleurs, le Comité national paralympique et sportif guinéen continue de hisser le drapeau guinéen très haut dans la sphère sportive mondiale. Pour preuve, après avoir participé au meeting de Tunis du 3 au 9 mars 2024, où il a obtenu 5 médailles, dont 2 d'argent et 3 de bronze, nos Paralympiques récidivent encore au grand championnat d'athlétisme américain en Californie, en arrachant 2 médailles, dont une d'or et une de bronze. Ces performances sont le résultat d'un travail assidu et une détermination des athlètes à faire de leur handicap un avantage. Et l'actualité sur le continent africain reste marquée, vous le savez, par le scrutin présidentiel au Sénégal. Selon les premiers résultats publiés notamment par les médias, c'est l'opposant Bassirou Diomaye Faye qui est largement en tête de cette présidentielle. C'est donc une page qui est en train de s'écrire dans l'histoire démocratique du Sénégal. Daouda Tabansila. Au Sénégal, ce 25 mars 2024, Amadou Ba, ex-premier ministre du pays et candidat de la majorité, a appelé au téléphone Bassirou Diomaye Faye afin de le féliciter et de prier pour lui, a indiqué le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana. C'est une réaction qui vient juste après quelques décomptes des voix au lendemain de la présidentielle du 24 mars. Selon les résultats préliminaires publiés dans les médias et sur les réseaux sociaux, ces premiers décomptes placeraient l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye largement en tête de cette élection. Dimanche 24 mars, justement, ils étaient 7,3 millions d'électeurs attendus aux urnes pour départager les 19 candidats en lice pour succéder à Macky Sall, qui dirige le pays depuis 2012. C'est un dimanche de vote qui s'est déroulé dans le calme. Jusqu'à date, les résultats officiels globaux provisoires sont attendus au plus tard le vendredi 29 mars pour connaître le 5e président sénégalais après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. J'ajoute que le président sortant a également félicité Bassirou Diomaye Faye. Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise, écrit Macky Sall sur X.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.